Bienvenue dans Next Épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé en podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera, souvent on analysera, éventuellement on s'écharpera évidemment, mais tout ceci, comme on le dit maintenant, dans le respect du produit. Un épisode 2 chatoyant et qui assumera son goût douteux pour les chorés accompagnant des reprises contestables, l'épouvante, les jeunes filles qui crient, les actrices vieillissantes qui se foutent sur la gueule, la chirurgie esthétique, les grandes histoires criminelles, la poudre de soleil à outrance et le contouring appuyé. Bref, ce nouvel épisode est consacré au scénariste, réalisateur, producteur, showrunner Ryan Murphy. Un parcours qui se poursuit dans le glam en ayant commencé par Glee. Et pour en parler, Renan Cros, bonsoir. Salut Charline. Et Romain Burel. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de passer au crible la vie de Ryan, la petite info qui fait plaisir. Future Man, série Hulu avec Josh Pita Hutcherson. Non, il s'appelle pas vraiment comme ça, mais bon, c'est parce que j'aime Hunger Games. En slacker découvrant qu'il doit sauver le monde, œuvre en 13 épisodes produite par Seth Rogen, aura une deuxième saison et c'est le reproducteur qui l'a annoncé. Bonne nouvelle ou pas? Très bonne nouvelle pour le coup, c'est très très chouette, c'est très drôle, très pop, c'est presque ce que Seth Rogen a écrit de plus intéressant. C'est ce qui je ne peux pas vous laisser dire ça, écoutez, on ne va pas commencer à se disputer dès maintenant, mais c'est pas possible. Par rapport à quoi? Mais par rapport à tout un tas de choses. Superbad. Non, parce que pour le coup, justement, il y a un peu de Superbad dans Future Man, mais il y a un peu de C'est la fin, il y a un peu de Sausage Party, il y a plein de choses comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il recycle Josh Hutcherson dans The Disaster Artist, qui est pareil, le film avec James Franco, il a un petit rôle. On sent qu'ils sont en train de créer une famille et que ça peut être assez rigolo de voir cette série évoluer. Moi, c'est vraiment la série où j'ai envie de voir la suite. Comédien très intéressant, je trouve, Josh Hutcherson. Romain, ouais, très intéressant. Moi, là, ça m'a plutôt plu, moi, en fait. J'ai trouvé que ça crée un petit manque de moyens, un peu quand on se balade dans le futur, on y croit moyen, quand même, très honnêtement. Le futur est peut-être cheap, tu n'en sais rien. Peut-être qu'on sera tous habillés en Primark ou je ne sais quoi. Mais non. Et puis c'est vraiment un comédien assez attachant, en plus, je trouve, et qui est capable de beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Et pour le coup, c'est une série qui fait années 80 sans être nostalgique, ce qui est assez cool. Donc on attend la saison 2 de pied ferme. Oui. Allez, passons aux lois de Ryan Murphy. Shortly before 9 a.m., fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa. Pronounced Versace. Singer? That's Liberace. Cette semaine débute sur FX et en quasi simultané sur Canal+, American Crime Story saison 2, The Assassination of Gianni Versace. Chatoyante super production, alors qu'il vient tout juste de lancer Ryan Murphy 911, du nom du service d'appel d'urgence sur la Fox, qu'on l'annonce déjà à la tête de 3 nouveaux autres projets et qu'il est toujours à la tête de 2 séries en cours. On est peut-être en train de se dire... tout doux bijou, et peut-être même de se demander si Ryan Murphy ne serait pas un tout petit peu en train de se disperser. Avant d'effectuer un retour sur carrière, je ne recule devant rien et vous pose la question à brûle pour point, Romain Burel. Je crois qu'aujourd'hui, Ryan Murphy, c'est un peu une espèce de une grosse multinationale, quoi. Il y a pas beaucoup de showrunners aux États-Unis qui, à part peut-être Shonda Rhimes, je crois, qui sont aussi prolifiques, mais dont on sent que parfois la patte n'est pas vraiment présente sur les produits. On parle de 911, là c'est vraiment ce qu'il y a de moins de Ryan Murphy-esque de sa part, c'est-à-dire que c'est hyper conventionnel. Moi j'ai eu l'impression de regarder un épisode de Law & Order, quoi. Vraiment. Ouais, non, mais il y a un truc de facture très classique et pas forcément très maligne, hein. Ryan Murphy, c'est un peu comme l'expression de tout doux bijou, c'est-à-dire qu'on l'utilise et en même temps, comme à brûle pour point. Et comme à brûle pour point, c'est-à-dire qu'on l'utilise et quand on l'utilise, on se dit mais pourquoi j'ai dit ça? Et Ryan Murphy, c'est une bonne idée. C'est ça. C'est-à-dire que Ryan Murphy, moi, à chaque fois que je commence une série de lui, je me dis ah ouais, mais pourquoi je regarde ça en fait? Et ce qui est assez génial, c'est qu'il a apporté, ou en tout cas il a maintenu dans l'industrie de la télé américaine le mauvais goût, mais le mauvais goût comme une forme esthétique. Et moi, il m'a vraiment passionné pour ça. C'est pour ça qu'il m'a attrapé. Et je trouve que là, en fait, il est devenu très consensuel, très convenu, que finalement, il est pas si pop que ça, qu'il est en train de devenir comme vraiment une sorte d'institution, et donc on s'attend à avoir toujours du mauvais goût. Donc là, Gianni Versace par exemple, ce serait un peu son Uber son Uber série, c'est-à-dire qu'il y a des personnages excessifs dans une histoire excessive mis en scène par un metteur en scène et un scénariste excessif. Pour le coup ce sera du Penelope Cruz, de la Penelope Cruz, exactement, Darren Criss, Ricky Martin en slip, enfin voilà, de la terracotta. C'est ça, exactement. Je pense que Ryan Murphy il se roule un petit peu trop dans la terracotta. Alors moi bizarrement c'est ce qui me plaît le plus chez lui.
c'est ce qui me plaît le plus chez lui, c'est-à-dire cette superficialité pour moi. Parce que t'aimes la terracotta, ouais, c'est tout. à fond. Et du coup, en fait, souvent, je trouve que parfois, quand on regarde ces séries, on se dit mince, c'est un peu rien derrière. Glee, très honnêtement, c'est un peu rien. C'est-à-dire que l'histoire, c'est à peu près rien. Ne vous énervez pas tout de suite. On va revenir dans le détail sur le parcours. Absolument aucune profondeur. C'est des petits stéréotypes qui se baladent et qui chantent des chansons avec plus ou moins bien arrangées en plus. Donc, typiquement, je trouve que c'est un peu rien. Mais il a ce don d'épouser l'époque et d'arriver à faire de ces histoires un peu vides, à raconter un peu l'époque, qui est vraiment, moi à chaque fois je suis assez à genoux. Je me rappelle que par exemple pendant la diffusion de Glee, il y avait toutes ces vidéos qui parlaient de ces stars qui racontaient comment elles avaient été harcelées à l'école, etc., parce qu'il y avait une vague de suicides chez les jeunes ados LGBT aux États-Unis. Il a réussi à métaboliser ça dans la série à une vitesse grand V, et c'est son grand génie. C'est un ancien journaliste, Ryan Murphy. Culture en plus. Exactement. Donc, et mode. Il a un sens du pitch, il a un truc ça, du... et puis de sentir le temps, quoi. Voilà, et de ramener ça très très vite, de métaboliser ça et de le recracher assez vite en série télé, ce qui moi me fascine assez. Mais j'ai l'impression que ça va trop vite pour lui aujourd'hui, qu'il a du mal à... Alors, avant d'arriver à la fin, si vous le permettez, commençons par faire un petit retour sur le parcours du monsieur dans les grandes largeurs, ou plutôt dans les grandes lignes, si vous êtes coquet comme moi. Il a commencé par 2 saisons d'une série teen qui s'appelle Popular en 99-2000, et puis, juste après, Nip Tuck, 7 saisons de chirurgie esthétique et de dépravation. On peut le résumer comme ça. Ouais, pour le coup, Nip Tuck, c'était vraiment improbable à l'époque. C'est-à-dire que c'était trash, mais pour le coup vraiment trash. C'était LGBT, pour le coup, il y avait des personnages trans, il y avait des choses qui étaient quand même... Et puis c'était surtout postmoderne, c'est-à-dire que c'était une série sur l'image, sur la mise en scène de l'image, et Ryan Murphy poussait les curseurs à fond. Je suis pas sûr qu'on ait compris tout de suite que tout était un peu à prendre au 2e degré. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on sent que Nip Tuck se pète un peu la gueule au moment où tout d'un coup, ils se prennent au 1er degré. Toute la saison sur le Carver, cette espèce de serial killer, elle est drôle cette saison, et pour moi c'est la meilleure saison pour le coup de Nip Tuck, parce que tout d'un coup on a l'impression de voir regarder Hollywood Night en fait, et que ça n'a pas de sens. Et puis il y a ce personnage de Famke Johnson qui est génial, et puis vers la fin tout d'un coup c'est-à-dire que j'ai l'impression que Murphy il construit des gâteaux, et puis au moment où donc il a fait les décors, tout ça, puis au moment de manger le gâteau on fait ah ouais, c'était juste beau. À plus fin, exactement. Et puis il tient rarement plus de 2 saisons, je trouve, en fait. Moi j'aime beaucoup Nip Tuck. Il y a ce truc en plus chez lui qu'on retrouve dans toutes ses séries quasiment, qui est ce côté un peu théâtre filmé, décor en carton-pâte, limite sauvé par le gong, voire AB Productions parfois. C'est-à-dire que typiquement là on parle de Nip Tuck, mais par exemple les couloirs de lycée de Glee, aucun lycée américain ne ressemble au couloir de lycée de Glee, soyons très très honnêtes. Mais il a ce truc un peu qu'on retrouve un peu chez Ozon. Parfois il y a un petit côté pour la vulgarité, goutte d'eau sur pierre brûlante, etc. Oui femme, que je retrouve dans cette série, qui me plaît beaucoup. Moi, encore une fois, cette superficialité qu'il a me plaît assez. Je trouve ça très pop et assez rigolo. Mais moi je me souviens qu'il y avait, alors on va pas dire vent de fraîcheur, parce que pour le coup en parlant de Nip Tuck c'est pas vraiment adapté, mais au début de Nip Tuck, honnêtement en voyant les premiers épisodes je me suis dit ça ne tiendra jamais cette saison, ce n'est pas possible en fait. Oui, en même... Pas pour des histoires de qualité, c'est juste en disant mais le monde n'est pas prêt. Ah oui, c'est ça. Ah oui, on est bien d'accord. Mais surtout parce que Ryan Murphy, en fait, il a fait un truc qui est au cœur de la culture américaine depuis quelques années, et qui était en germe, qui était l'idée de rendre la culture camp populaire et pas pop. C'est-à-dire le camp et le pop c'est très lié. Camp c'est une sorte de goût pour l'excès, pour la théâtralité, pour une forme d'ironie, et pour le coup Ryan Murphy il arrive et il fait une série très très camp avec des personnages qui sont des chirurgiens esthétiques, qui manipulent des visages, qui sont dans l'espèce d'opulence, la vulgarité. Moi j'ai toujours pensé que Ryan Murphy était une sorte de version télé du cinéma de Brian De Palma, c'est-à-dire le mauvais goût, l'outrance, l'hypermontage, et que lui il avait ramené à du quotidien. Qu'est-ce que ça fait de raconter le quotidien de personnages un peu cinglés, un peu bizarres? Effectivement, le public n'était pas prêt, mais peut-être parce qu'aussi petit à petit, le problème de Murphy, c'est que l'outrance et l'excès, il faut savoir le contrôler. Je vais faire une phrase bien de papy, trop d'excès tue l'excès. Merci Papy Cro. J'aurais dit une version soft de John Waters un peu, moi aussi. C'est un truc un peu policé. Voilà, on aime déconner, mais on reste à la télévision, donc on n'est pas là non plus pour montrer des drag queens qui mangent du caca de caniche quand même. Mais ça manque. Mais ouais,
quand même, le mec a quand même réussi des choses assez incroyables, d'imposer des thèmes qui n'étaient pas évidents. Ça, c'est vrai. Soyons pas trop durs avec lui. Je parlais tout à l'heure des ados LGBT, etc. Mais grâce à lui, les personnages LGBT ont explosé, fleuri à la télévision américaine, alors qu'ils étaient quasi inexistants, voire toujours abordés sous l'angle du problème pendant des années. Et grâce à lui, par exemple, il y a une organisation aux États-Unis qui s'appelle GLAAD, qui compte et recense le nombre de personnages LGBT à l'écran dans les séries américaines. Et quand une série comme Glee, par exemple, apparaît, et quand elle disparaît de l'écran, les stats s'écroulent dramatiquement. Parce que le garçon a amené ça, c'est-à-dire il a amené quand même des minorités qu'on ne voyait pas beaucoup. Il les a normalisées, surtout. Il les a normalisées, il les a apportées à l'écran, et il va encore le faire. Là, il prépare une nouvelle série qui s'appelle Pause pour FX, et ça va être la série où il y a le plus de personnages transgenres ever, quoi. Alors, vous parliez de Glee, on y reste. C'est à partir de 2009, c'est parti pour 6 saisons d'ados qui chantent, qui dansent, qui ont des soucis. Je dis ça sans mépris aucun. Non, mais je n'aime pas beaucoup cette série. Alors moi, je devrais pas aimer ça. Enfin, en fait, c'est terrible. C'est-à-dire que Glee, c'est pareil, c'est comme Ryan Murphy. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, mais pourquoi je regarde ça? Et en même temps, Don't Stop Believing, qui n'a pas chanté Don't Stop Believing à cause de Glee? C'est-à-dire qu'à rien que ça, c'est une bonne raison pour pas regarder la série. Mais non, c'est pas vrai. Il a compris un truc très simple, Ryan Murphy, c'est qu'il a fait dans la pop culture une série pop. Et sur le concept de pop, c'est-à-dire la reprise, le détournement, la réappropriation. Il a intégré des vidéos YouTube, des mèmes YouTube. Il y a vous savez, cette vidéo très célèbre où c'est un couple de mariés qui se marient sur la chanson j'ai oublié son nom, de celui qui se prend pour Michael Jackson mais qui ne l'est pas. Bruno Mars. De Bruno Mars, voilà. On joue au Time's Up. Et donc ça, il l'a repris, il l'a réintégré. Il a complètement intégré toutes les cultures d'internet, toutes les cultures de la reprise, de la cover à l'intérieur d'une série qui jouait sur les stéréotypes, qui étaient évidemment très postmoderne parce que c'était une méta-série sur l'adolescence. Ils étaient tous très caricaturaux, très stéréotypés. Et puis petit à petit, ça marchait, l'émotion arrivait, les personnages étaient touchants, et c'était glucose à mort comme c'est pas permis, mais sauf qu'on n'a pas du tout envie de la revoir, cette série. Très honnêtement, plus personne n'a jamais envie de la voir. C'est ultra daté. La voir a été très pénible en ce qui me concerne. Et puis quand on aime un peu la musique, c'est juste insupportable à regarder, quoi. Oui, mais bon. Non, mais les reprises sont atroces. Mais les reprises sont pour le coup très très pop. C'est-à-dire que c'est variété, c'est le mot que tu cherches. Non, mais on a l'impression d'un groupe de baloches qui reprend des. Non, c'est MySpace. On a l'impression que c'est un film MySpace. Tout d'un coup, j'ai fait une cover dans ma chambre avec 3 batteries et machin, et tout d'un coup, et tout le monde la chante. Il y a un côté un peu désuet et un peu optimiste. C'était une série qui disait le bonheur en chantant. Oui, je suis en fauteuil roulant, mais regarde, je fais des tours avec mon fauteuil roulant. Enfin, il y avait un truc un peu too much. Si c'est ça que j'avais vu, peut-être j'aurais adhéré. Mais Hélène et les garçons aussi était une série hyper too much. Bah oui, mais si tu parles de chef-d'œuvre, évidemment, là, il y a un moment, on peut plus discuter. Mais moi, j'ai trouvé que Glee, et surtout Glee a continué et a raconté aussi le rêve américain, le rêve de Broadway et la manière dont les personnages revenaient. Et puis surtout, elle a été marquée par le décès d'un des acteurs principaux. Et simplement, cet épisode-là est quand même très très beau. Les personnages disent adieu et les acteurs à cet acteur qui était décédé, qui jouait Finn, c'était quand même assez beau. Ouais, moi je vous m'avez toujours pas convaincu, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Changement de registre, 2011, Ryan Murphy débute la saga American Horror Story. L'idée, c'est une saison, un lieu, un thème, mais toujours de la peur. Est-ce que vous êtes sensible à cet univers? Alors, moi, c'est une série que je regarde comme un vidéoclip. Donc vraiment, c'est-à-dire que tu fais les chorégraphies devant Non, mais les histoires ne m'intéressent pas. Les performances d'acteurs ou d'actrices surtout, en fait, quand je les trouve ok, c'est vraiment le maximum, quoi. Ça me transcende pas. Je comprends ce que ça peut représenter dans la culture américaine. C'est-à-dire, je vois Dark Shadows, je vois des vieux épisodes de la 4e dimension, etc. Je vois ce que ça recycle en termes de psyché, etc. Sur tout ce truc de consommer des trucs un peu d'horreur comme ça, entre l'horreur, le gore et le truc de serial killer, qui est un peu les grands thèmes américains qui travaillent la télévision américaine depuis très très longtemps. Mais honnêtement, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, quoi. Très honnêtement, les histoires, elles sont inexistantes. C'était très bien au début. Vraiment, je trouve que la 2e saison est vraiment balèze. Asylum, qui se passe dans l'asile, il y a vraiment des idées tordues. Il y a un goût de l'outrance. Il y a Lady Gaga? Non, pas du tout. Non, Lady Gaga, c'est Hotel. Ah oui, c'est Hotel, la pardon. 4e ou 5e. Ouais. Il y a un goût de l'outrance. Il y a quelque chose quand même du sale gosse chez Ryan Murphy, moi, qui m'intéresse. Et quand il fait American Horror Story, tout le monde a pensé Horror Story, mais moi, c'est American qui m'intéresse. C'est-à-dire comment reprendre les grandes thématiques américaines, notamment la première saison, qui est la question du foyer, quand même une notion, le
Home, est quand même très intéressant aux États-Unis. Et lui, il fait, en fait, la maison, c'est l'endroit le pire du monde où il y a des fantômes, vous allez t'enfermer dedans. Pareil, quand il fait la religion dans le deuxième, tout d'un coup, il filme un asile complètement cinglé. Il y a quand même un travail de référence de postmodernité chez lui qui est assez génial. Le problème, c'est qu'à Ryan Murphy, il fait trop de choses et qu'à un moment, la série, elle s'étire. Moi, j'ai vraiment lâché la rampe avec Hotel, avec Lady Gaga, où pour le coup, ça n'avait aucun sens, mais vraiment aucun sens. C'était des successions de scènes gore, trash. Alors il faut comprendre qu'il y a un paradigme American Horror Story. Vous commencez le premier épisode, vous faites ah ouais, c'est pas mal. Vous regardez le deuxième, vous dites mais de quoi ça parle en fait. Et le troisième, vous avez oublié que vous deviez le regarder. Donc moi j'ai toujours vu les 2 premiers épisodes et après j'ai oublié. Mais en même temps, je trouve que ce type a quelque chose je trouve que c'est vraiment un produit très intéressant et que l'anthologie, pour le coup, lui va très bien parce que comme il se lasse très vite de ce qu'il écrit, à chaque fois il crée un univers différent. La nouvelle saison qui est censée se passer dans le futur et dans l'espace, ça à mon avis est très très Z. Mais c'est pas faux ce que tu dis, je pense que c'est il casse assez vite ses jouets quoi. Et c'est ça qui après ce qui est rigolo dans cette série, c'est que c'est l'antithèse absolue de Glee, mais il en a eu l'idée avant de faire Glee. Mais c'est assez marrant quand même, il y a une façon on peut te montrer genre bon regardez, je peux faire le truc hyper coloré, hyper positif, etc. Après on va être super dark, il y aura des morts partout, des viscères et du sang, des litres de sang quoi. Et il a surtout révélé, tu dis que les actrices sont pas très bonnes, moi Sarah Paulson dedans est quand même génial, et cette idée qui est un truc très, très théâtral, très au théâtre ce soir, où on a les mêmes acteurs qui reviennent de saison en saison, qui mettent des costumes, des postiches, des trucs. C'est quand même toujours le côté très camp, puisque l'horreur et le camp c'est quand même très lié, les Scream Queens, tout ça, il va en faire une ensuite. Il y a quand même un côté très théâtral, très excessif, les litres d'hémoglobine dans American Horror Story, mais j'ai l'impression quand même, comme dit Romain, c'est que il est un peu trash, un peu machin, mais hop, tout de suite quand même on revient à la norme. C'est pas John Waters effectivement. Mais parce que l'outrance n'est pas compatible avec la durée en fait, c'est peut-être pour ça qu'il casse les jouets, et c'est peut-être effectivement pour ça que ce format-là lui va plutôt pas trop mal, mais ou peut-être parce qu'il est trop gourmand et qu'il produit trop et que du coup il passe d'un projet à l'autre et que du coup forcément il n'arrive pas à faire. Et puis là il est aidé par Brad Falchuk qui pour le coup à mon avis gère beaucoup plus la série que lui. Très bien. Merci. Je vous remercie d'avoir prononcé ce nom. Brad Falchuk. Voilà, vos souhaits. 2015, on passe donc à la série dont vous nous parlez il y a un instant, Renan, Scream Queens. Ah la cata. Mais c'est-à-dire que, non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est quand même une série qui est annoncée par son titre, Scream Queens. Oui, mais ça, des reines de beauté, mais qui crient. C'est presque ce qui me ferait le plus rire, c'est-à-dire qu'on se disait, ok, Ryan Murphy a atteint le point méta du méta du méta, ça va être son chef-d'œuvre, c'est-à-dire que ça va être du méta. Et en fait, on peut dire que c'est son plus gros échec. C'est son plus gros échec et c'est surtout sa plus grosse bouse. C'est inregardable. Les personnages sont tous en permanence en train de faire une vanne, de vous regarder en disant, hey, t'as vu, je fais une vanne, hey, regarde, je suis méta. T'as vu, il y a Jamie Lee Curtis, tu te souviens de Jamie Lee Curtis? Justement, j'avais un défi. Est-ce que vous pouvez me pitcher cette série? Scream Queens. Ça se passe dans un. En fait, ça sororité. Dans une sororité, ça reprend une des classiques du cinéma d'horreur des années 70, c'est-à-dire qu'il y a un tueur déguisé en diable qui tue dans une sororité et on cherche à savoir qui. Mais en fait, c'est un prétexte à ironiser sur la génération Snapchat et compagnie, à ironiser sur le film d'horreur et à être encore une fois hyper camp. Le seul problème pour Ryan Murphy aujourd'hui, c'est que RuPaul est arrivé et que RuPaul en fait est 100 fois plus camp et drôle et dans une émission de télé-réalité. Oui, mais non, parce que ça se regarde en fait comme une fiction RuPaul Drag Race. Et pour le coup, quand vous regardez Scream Queen, vous avez envie, en fait, mettez-moi des travestis, mettez-moi des drag queens, mettez-moi des trans, faites quelque chose, et pas simplement Léa Michel qui a un appareil dentaire ou un des Jonas Brothers. Emma Roberts aussi, c'est ça, non? Il y a un des Jonas Brothers, si je me trompe pas, qui se faisait découper la tête à la tronçonneuse. Il me semble. Alors pour ça, c'est un argument qui pourrait rendre une série sympathique. Les Jonas Brothers qui se font découper la tête à la tronçonneuse. Le problème de la série, c'est qu'en fait, quand vous la pitchez, quand vous la racontez, vrai, il y a un moment, c'est ça que je vous ai demandé. Il y a un Jonas Brothers qui se fait découper la tête à la tronçonneuse, vous vous dites c'est cool. Et en fait, quand vous la regardez, c'est une succession de mauvaises vannes en fait. Moi, j'ai plutôt aimé. Voilà. Tout simplement parce que ça m'a rappelé des choses des années 90 que moi j'aime beaucoup. Les films de Greg Araki, les 3 premiers films de Greg Araki, il y a un truc dans le montage en plus qui est complètement hystérique et qui, je trouve, assez bold pour quand on fait de la télévision et qu'on veut faire de la télévision grand public, d'avoir un montage aussi fucked up et aussi découpé et parfois qui a pas beaucoup de sens et illisible. C'est pas faux parfois à des moments. Mais moi, ça m'a plutôt plu en fait. Je me suis dit là, il pousse le bouchon super loin, un peu trop loin, et j'étais assez sur les genoux de me dire on peut faire ça à la télévision américaine en fait. C'est pas si policé, on peut faire coexister sur les mêmes écrans des choses très très. Enfin voilà, c'est les feux de l'amour et c'est aussi ça quoi. Et donc je me suis dit quand même, il est culotté quoi. Mais il y a un problème d'écriture, c'est-à-dire qu'au-delà effectivement du trash et des vannes et de l'idée de faire, ils sont tous en sur-régime, mais vraiment sur-régime de sur-régime. Jamie Lee Curtis, c'est la gêne absolue. Il y a une hystérie totale, vraiment dans le jeu et dans le montage qui du coup est assez bluffant. On dirait un show de drag queen, mais pas joué par des drag queens. L'hystérie quand même
assez présente dans pas mal de ses productions. Ouais, mais là c'est paroxystique quand même. C'est vrai que c'est le moment le plus climax un peu de tout ça. Mais justement, moi ça m'a assez plu en fait. Je me suis regardé la saison 2 parce que c'était passé dans un hôpital. Ah non, c'est vrai que je t'avoue, j'ai pas regardé la saison 2. Non, mais personne, je crois en fait. Et peut-être qu'elle continue encore et que personne leur a dit qu'on regardait pas. Peut-être que c'est toujours en cours. Bah, c'est ça, on les embrasse. 2016, début d'American Crime Story, People versus O.J. Simpson. Moins hystérique. Bah, la fête à la perruque, quoi. Ouais, c'est ça. Grosse fête à la perruque. Il a eu, à mon avis, une réduction. Pour paraphraser Amy Poehler et Tina Fey au Golden Globe, c'est Explosion at the Week Factory. C'était pas pour celle-là. Mais... Il a dû avoir, à mon avis, un bon de réduction chez Maxifette et il a acheté des perruques à tout le monde et il y va. Et alors, John Travolta, il en fait des caisses. Et voilà. Bon, ça suit l'affaire O.J. Simpson. Ouais, tout est dans le titre encore une fois. Hein. David Schwimmer. En Papa Kardashian, mais il est très très bien. Mais là, je trouve qu'il a trouvé un concept qui est très amusant, qui est en fait de dire, en fait, vous ne regardez plus la télévision, vous regardez un roman photo où vous passez votre temps à dire, t'as vu, il ressemble à. Et donc, en fait, c'est le camp absolu, le postmoderne absolu. Comme dit Romain, en fait, il y a rien derrière, pardon, mais en fait, ça ne raconte rien, si ce n'est une version roman photo de la réalité. Avec Versace, ce sera la même chose. Mais en même temps, c'est ça qui nous plaît, c'est le côté un peu grimace, un peu carnaval. C'est-à-dire que vous voyez John Travolta qui en fait des caisses. Et en même temps, c'est là où il est le plus à l'aise, je trouve, c'est quand il raconte l'Amérique et dans cette façon on raconte un des trucs les plus traumatiques, une des affaires les plus traumatiques des États-Unis ces 30 dernières années, et il a réussi quand même à dire un truc retrouver quelque chose de l'époque en fait. Il y a un truc archéologique chez lui un exercice dans lequel il est très à l'aise, tout simplement parce que bon, c'est un ancien journaliste encore une fois, et donc je trouve que et puis surtout, il a donné des vocations parce qu'on est abreuvé en permanence de ce genre de produit qui est de raconter un phénomène, soit un procès, soit une affaire criminelle, et de la transposer en fiction. Aujourd'hui, c'est un peu devenu une tarte à la crème. Aujourd'hui, il y a énormément de séries qui sont comme ça, et c'est vrai qu'il a un peu eu l'idée en premier. Et je suis pas aussi dur que toi, moi, sur le jeu des acteurs dans cette série-là. Ce qui était marrant, c'est que James Corden, qui a un late show aux États-Unis, faisait pendant la diffusion donc American Crime Story O.J. Simpson un résumé où il montrait en fait que chaque épisode était construit sur un problème qui pouvait être résolu par une phrase. Et donc il faisait le résumé de l'épisode et il y avait des personnages qui disaient où est ce papier, et il disait je l'ai là, et voilà. Enfin, et ça le faisait mourir de rire, et moi ça me faisait mourir de rire parce qu'effectivement c'est absolument pas construit. Les personnages en font des caisses, répètent. Il montrait que les personnages répétaient tout le temps les mêmes phrases. Comme ça. Mais surtout il est battu par son sujet. C'est-à-dire que le procès O.J. Simpson est déjà tellement fort en soi Oui, mais c'est le monde d'image qui l'intéresse. Ouais. C'est-à-dire, c'est de faire d'un monde d'image un nouveau monde d'image. C'est ça qui est assez intéressant chez Murphy, c'est que ça incarne parfaitement la pop culture et donc cette postmodernité qui tourne autour de ça. C'est-à-dire, en gros, on sait plus où est l'original. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse. Et est-ce que je suis la seule à avoir attendu la scène où Papa Kardashian allait être avec ses filles pour savoir si on allait voir Kim enfant? Évidemment, évidemment. Contrat rempli. Tout comme là, Versace, à mon avis, on va attendre de savoir si Penelope Cruz est une meilleure Donatella Versace que Donatella Versace. Non, c'est imbattable, franchement. Je pense qu'elle va en faire des caisses, mais vraiment, comme rarement on a vu une actrice en faire des caisses. Donc non, vous n'étiez pas convaincu par... People versus O.J. Simpson, sans plus. Non, moi rigolo, le terme est intéressant. Si, vraiment, je trouve c'est vraiment, j'ai l'impression d'être Patrick Sébastien dans les années. Alors là, je me suis fait la tête d'O.J. Simpson. Voilà, exactement. Tu fais hyper bien, Patrick Sébastien. Personne n'a entendu, mais dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait Carnaval, vous vous souvenez? Et c'était genre Sophie Marceau imite Yvette Horner ou un truc comme ça. Je déteste parce que j'ai le générique de Carnaval dans la tête maintenant, c'est atroce. Et ça c'est chouette. Moi, je suis assez content qu'à la télévision, il amène ce côté carnaval et des acteurs qui mettent des perruques, des trucs. C'est camp à nouveau. Encore une fois, RuPaul le fait mieux. Vous avez une passion perruque, hein? J'ai une passion perruque. Faut quand même en parler. Moi, j'aime Ryan Murphy quand il nous raconte quelque chose de lui. Et c'est probablement les séries dans lesquelles il raconte le moins quelque chose de lui. Dans Versace, c'est peut-être un petit peu différent. Ça va peut-être nous rappeler un peu justement quand il était journaliste spécialiste des questions de mode à Entertainment Weekly, par exemple. Mais voilà, pareil, quand il fait American Horror Story, il se rappelle de comment sa grand-mère avait décidé de l'endurcir, lui, homosexuel, en lui faisant regarder une série qui s'appelait donc Dark Shadows, pour le transformer en homme, etc. Là, il m'intéresse, en fait. Quand il parle de lui, il m'intéresse. Quand il est un petit peu trop loin, et O.J. Simpson, c'est vraiment trop loin de lui, il me passionne moins.
Dans quelle série trouvez-vous qu'il se raconte le plus, le mieux ? C'est pas une série, c'est un téléfilm pour HBO qui s'appelle Normal Heart, qui est une pièce d'un dramaturge américain et activiste américain qui s'appelle Larry Kramer, qui était une pièce qui était pendant très longtemps qu'on pensait inadaptable à la télévision. Il s'en sort super bien avec un casting 24 carats dans lequel il y a Mark Ruffalo, Julia Roberts, Jim Parsons, Jonathan Groff, et c'est une histoire l'histoire raconte donc en fait la découverte du virus du sida et les premières victimes de cette maladie, et vraiment c'est le truc le plus touchant qu'il ait jamais fait, le plus humain, justement sans fioriture, avec sans ce goût justement pour la pastiche, peut-être parce qu'il est porté par un sujet plus grave, plus etc. sincère. Et plus sincère, et c'est vrai que là pour le coup il est bluffant, et là où il est le moins convaincant, c'est quand il fait du cinéma. Je trouve il a fait 2-3 films qui sont tous très très mauvais en fait. Ouais, qui sont pas terribles. Il avait un rapport avec Eat, Pray, Love, ou je l'ai rêvé ? Je sais plus si c'est dans cet ordre-là, le truc avec Julia C'est le Roberts. réalisateur du film. Ah bah voilà, c'est ça. On en revient donc à votre conclusion. Le cinéma, c'est pas pour lui. 2017, on revient à la série Feud. C'est très très bien. Là pour le coup, moi je trouve que c'est ce qu'il a fait de plus fort. L'affrontement. Son sujet, encore une fois, un nouveau terrain de jeu, l'anthologie, la baston, le clash entre deux figures très connues. Son premier sujet, c'est le sujet qui lui colle à la peau, c'est-à-dire le camp, le cœur du camp, c'est-à-dire le film Qu'est-il arrivé à Baby Jane, le tournage chaotique entre deux monstres d'Hollywood, le vieillissement, la manipulation, mais surtout une énorme passion pour ces personnages. C'est vraiment une manière de filmer ces deux actrices comme non pas des monstres ou des créatures où on s'attendait à un truc vraiment dégueulasse, vraiment grimaçant. Non, en fait, il montre comment Hollywood a victimisé, ou en tout cas a volontairement manipulé ces femmes pour en faire des monstres, pour alimenter le succès du film. Et ce qui est très beau, c'est que là, pour le coup, il devient politique. C'est-à-dire que pour moi, dans la manière dont il a de filmer ces actrices, de filmer le vieillissement des actrices, de la machine hollywoodienne, il nous parle justement de ce système hollywoodien et justement de ce patriarcat que Hollywood est en train de découvrir. Et c'est vraiment pour moi ce qu'il a fait de plus beau, et surtout esthétiquement et historiquement, pour le coup, on n'est plus dans le festival de la perruque là. C'est-à-dire que même si Catherine Zeta-Jones en Olivia de Havilland, Sans déconner. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est presque un clin d'œil. Et là, je trouve qu'il y a un truc, vraiment, c'est sa plus belle série. C'est porté par un duo d'actrices qui est juste phénoménal, Suzanne Sarandon et Jessica Lange. Moi, je lui reprocherais encore une fois de savoir un petit peu, de voir d'où vient le vent et de se dire, tiens, les thématiques féminisme, le vieillissement, etc., c'est quand même vachement en top topic sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vais m'en emparer et je vais balancer ça à l'écran encore une fois. Il faut trouver le bon sujet. Et pour le coup, celui-là est très bon. Ouais, et puis l'histoire est pas forcément très très connue en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Mais voilà, il y a quand même encore une fois cette science de faiseur et de se dire, tiens, je vais faire un petit tour de passe-passe, vous n'allez pas y voir grand-chose, mais en fait, c'est ça que vous voulez manger, qui m'agace un petit peu en tout cas. Et alors précédé d'une campagne de promotion, si mes souvenirs sont bons, assez maligne, où on nous faisait croire que Suzanne Sarandon et Jessica Lange s'étaient aussi détestées. Ouais. Et surtout là, ils annoncent une saison 2 qui est quand même la saison qu'on veut tous voir, c'est-à-dire Charles et Diana, quoi. C'est Charles et Diana, pardon, mais c'est Charles et Diana. C'est un peu le truc qu'on a vécu. Feud, c'était un peu loin, c'était vraiment, pour le coup, là, c'est mon côté prof de cinéma, historiquement, ce que ça racontait, c'était extrêmement précis et très juste. Mais moi, sur Charles et Diana, je suis à fond. C'est la saison 2 de Feud, sur les Diana. Et ce sera 2019. The Crown. Je suis à fond sur les têtes couronnées. Vous êtes très royauté anglaise, quand même. Bern, c'est gaffe à toi. Il faut quand même qu'on en parle, qu'on le débriefe à un moment. On n'a pas d'info casting sur Charles et Diana. Ce serait drôle, Zeta-Jones en Diana, un truc un peu comme ça, improbable. Non, mais là, ils comptent pas faire revenir les mêmes comédiennes quand même. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas un putain de Jonas Brothers dans le rôle principal pour jouer Charles. C'est vrai. Suzanne Sarandon en Prince Charles, ce serait drôle. Pour des enfants. Suzanne Sarandon en Prince Charles. Et ben, c'est peut-être une raison qui me ferait regarder cette saison. Un petit mot quand même, on en a parlé en début d'émission, 911, la nouvelle série qui vient de lancer. C'est le truc le plus conventionnel. J'ai dit un petit mot, je suis vraiment qu'il n'y a pas plus à dire. Qui n'est jamais réalisé, c'est vraiment, enfin voilà, je vous dis, c'est un épisode de Law & Order en plus chiant en fait, très honnêtement. J'ai vu que le pilote, donc je me prononce pas sur la suite. Je vois pas comment ils peuvent aboutir à un truc beaucoup plus intéressant que ce que j'en ai vu. Sur le papier, ça pourrait être. En tout cas, c'était vendu comme un truc un peu funky, un peu marrant sur, en gros, le quotidien des urgences, mais autant de je me suis coincé le pied dans les toilettes à il y a en fait un mec qui vient de mourir dans le coin devant chez moi. Donc une espèce de côté sur justement le urgence, mais le urgence, la série urgence, mais en version pop, c'est-à-dire avec un casting quand même qui a Angela Bassett, Peter Krause, donc
des gens assez cool. Et au final, effectivement, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, on a l'impression presque qu'on préférait un documentaire et on préférait un truc un peu plus rentre dedans, un peu plus trash. C'est assez ennuyeux. Ouais, Law & Order. Les émissions de la TNT là où on suit les pompiers pendant toute la nuit. Mais ça, je pense que Ryan Murphy le ferait très très bien. On va l'oublier tout de suite celle-là. Si je vous demande juste question piège, est-ce que vous voyez une ligne, un lien entre toutes ces œuvres en un mot? Le mauvais goût et la manière dont le mauvais goût est essentiel à la vie. Romain. Et encore une fois, sa biographie personnelle, quand il me touche en général quand il est plus proche de lui. Dès qu'il est un petit peu trop loin, il s'égare et il m'intéresse moins. Et je rappelle donc sur Ryan Murphy que vous l'avez qualifié, et je vais vous citer tous les deux, de réalisateur personnage à mi-chemin entre Brian De Palma et John Waters. Je trouve cette définition cool. Franchement plutôt pas mal. En tout cas, je pense qu'il aspire beaucoup à devenir soit l'un soit l'autre. Oui. Effectivement. Ouais, mais il va rester tout pile entre les deux. Ça va être très bien comme ça. Si je vous demande, messieurs, vos recommandations en rapport, si possible, avec l'univers de Ryan Murphy, ou alors très éloigné parce que vous le détestez. Ou... Si on aime un peu le festival de la perruque, du postiche, du too much, il y a 2 Anglais qui s'appellent Rhys Shearsmith et Steve Pemberton, qui sont très connus en Angleterre pour avoir fait une série qui s'appelle The League of the Gentlemen et une série qui s'appelle Psychoville. Et ils ont une série en ce moment anglaise anthologique, comme Ryan Murphy, qui s'appelle Inside Number 9. C'est absolument génial. À chaque fois, il joue à chaque fois dans chaque épisode. C'est une courte histoire qui se situe quelque part dans un chiffre 9, c'est-à-dire 9e étage, au 9 rue quelque chose. Et à chaque fois, c'est un petit peu cruel, un petit peu postmoderne, un peu étrange. Et surtout, il y a un goût de la perruque qui est quand même très très drôle. Romain. Et moi, parce qu'on parlait de Scream Queens tout à l'heure, je vous encourage à regarder les premiers films de Greg Araki, donc The Doom Generation, Totally Fucked Up et Nowhere. Vous allez tout comprendre de ce que voulait dire Ryan Murphy dans cette série en regardant ces films, parce que tout y est en fait, et je pense que c'est exactement ce qu'il a voulu recracher dans cette série. Merci beaucoup Romain Burel, merci beaucoup Ronan Cros. Next épisode numéro 2, c'est terminé. Rendez-vous pour l'épisode 3 mardi prochain à 19h, même endroit. Et puis d'ici là, partout, tout le temps sur Internet, à la demande, sur vos applis favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. MDR, c'est le podcast 100% comédie de Séance Radio, avec Daniel Andreev et son équipe. Et alors, je peux vous dire que dans ce petit extrait, il y a quand même, je me suis vraiment poilé. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises. C'est l'heure des recos et je sais que vous êtes un peu unanime sur nos recos. Qui veut se lancer? MDR, c'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast. Choisissez bien la personne avec qui vous y allez, mais allez-y, quoi.